Bonjour, donc je vais vous parler des différentes modalités qu'on va retrouver dans les systèmes de simulation pour appuyer cette réflexion autour des modalités de formation par simulation. On va parler un petit peu des précédents historiques qui ont existé dans cette modalité et puis des évolutions technologiques qui portent tout ceci. Donc c'est très complexe, voire peu probable de trouver une source première, une itération première de la simulation. On trouve des traces de modalités d'enseignement, d'apprentissage et d'entraînement au cours de l'histoire. Je vous renvoie à des images relativement connues, celles des joutes à cheval, où les chevaliers vont se faire face avec une lance, et vous avez très certainement déjà croisé ou vu dans des œuvres de fiction des supports où le chevalier va s'entraîner à taper dans un tableau, une pièce de bois qui va remplacer, lui permettre de s'entraîner, de simuler cette action future face à un adversaire. Là ici on parle de sport, mais on a aussi sensiblement à la même époque, voire antérieure, des entraînements dits de Beurt, c'est-à-dire des gens qui s'entraînent à la guerre, aux stratégies militaires. Alors, ces stratégies, somme toute, modestes, mais on va faire exercer un groupe complet à s'affronter à un autre, et pour ce faire, on va s'entraîner avec des armes émoussées. Alors, c'est une simulation qui comportait à l'époque tout de même certains risques, parce que ça reste des armes. Il n'était pas rare de voir des morts juste à l'entraînement. Alors, pour ce qui nous intéresse, pour ce qui m'intéresse moi particulièrement, c'est la simulation à caractère médical, ou du moins relevant de la santé. Alors, la première trace qu'on va retrouver, elle est française, c'est Angélique du Coudray, qui, en 1758, produisait la machine, donc ça s'appelle comme ça, la machine de Coudray. C'est en lieu et place d'une machine, en réalité, une poupée, une espèce de grosse poupée lestée de pierre, et qui va reproduire, cherchant le plus de fidélité avec les moyens de l'époque évidemment, le bassin d'une femme, ainsi que l'enfant à naître, et l'objectif va être d'enseigner, grâce à ce support, grâce à un enseignement pratique, donc simulé, que va dispenser Madame de Coudray, les techniques d'accouchement. Alors c'est intéressant parce que c'est une trace historique qui reste et qu'on peut encore voir dans un musée. Cet objet existe toujours et il y a plusieurs variantes qui ont été construites au fil des années. Ce qui est intéressant, c'est que Madame de Coudray, pour ses formations, a eu une dotation de la couronne française, donc c'était une royauté à l'époque, et cette dotation lui a permis de faire le tour de France durant 20 ans et de former approximativement 8000 personnes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces 8000 personnes formées sur 20 ans, eh bien, on a pu observer, de façon statistique, avec les archives d'époque, une baisse de mortalité infantile qui serait certainement, ou probablement du moins, due à cette formation plus poussée d'entraînement et d'apprentissage des futures sages-femmes ou des sages-femmes déjà en place. Alors c'est intéressant puisqu'on a une personne, une formatrice de départ, qui forme grossièrement 8000 personnes, chacune d'entre elles ayant certainement produit sa version, peut-être pas toutes, mais du moins un certain nombre ayant produit leur propre version, leur propre réplique de la machine de Coudray, et ayant elles-mêmes formé d'autres personnes. C'est intéressant de voir que une personne, mais surtout basée sur une modalité de formation, a pu avoir un impact sur la mortalité infantile de l'époque. Deuxième élément dont je voulais vous parler, c'est le tonneau d'Antoinette. Alors, le tonneau d'Antoinette, c'est ce qu'on peut voir ici en photo. C'est le premier objet de simulation pour apprendre le pilotage d'un avion. Un avion à cette époque-là, c'est très cher, tellement cher qu'on n'a pas envie
de mettre en péril cet objet longuement construit. Et donc on va apprendre au pilote à manœuvrer dans les courants aériens, mais au sol, dans ce tonneau, coupé en deux, avec, comme vous pouvez le voir, quelques personnes autour qui, à l'aide de traction sur des câbles, vont pouvoir simuler, c'est très sommaire pour l'époque, mais simuler les mouvements que l'avion peut subir, et donc le pilote va s'entraîner à rattraper ces mouvements pour garder une assiette stable. Alors ça c'est la première version, mais on retrouve plus tard le Link Trainer, qui lui va être une version augmentée. Le Link Trainer c'est en 1929. On a la première version qui est finalement mécanisée, motorisée de ce sommaire tonneau d'Antoinette, mais il ne réinvente pas la roue, hein, on reste sur le même procédé, c'est-à-dire des mouvements aléatoires. Alors aujourd'hui on pourrait le comparer à un jouet d'enfant qui bougerait tout seul, mais c'est une certaine prouesse pour l'époque de générer des mouvements et d'attendre à ce que le pilote puisse rattraper tout ça. Alors en 1960, on revient sur de la formation en santé et se trouve la production d'un mannequin de simulation produit par la société Herdal qui est là pour apprendre les gestes de premiers secours de réanimation. Alors ce premier mannequin, il s'appelle Récichiane. Cette image, c'est l'inconnu de la scène. Donc c'est une reproduction d'une dame qui était décédée dans la Seine vraisemblablement et qui était utilisée pour orner les habitations à l'époque. Et Lesmond Lerdahl, le créateur de ce mannequin Récichiane, s'est inspiré de ce visage pour concevoir le premier mannequin, donc Récichiane, qui était lui aussi relativement sommaire, mais qui cherchait à permettre aux futurs soignants de s'exercer aux pratiques de gestes de premier secours et de réanimation sur une personne en arrêt cardiaque. Ici, je vous propose une vision beaucoup plus moderne de cette modalité. Alors ça, c'est le centre de simulation de Toulouse, sur lequel j'interviens, qui s'appelle l'ITSIM, hein, je ne peux que le citer. Et vous voyez que les mannequins ont fortement progressé techniquement. On se trouve ici face à un matériel qui est, bon, premièrement, beaucoup plus onéreux et particulièrement porté sur la technicité et la proximité avec la réalité dans les réactions de ces mannequins. Ceux-ci peuvent simuler, alors celui que vous voyez à l'écran peut simuler un arrêt cardiaque, peuvent simuler des troubles du rythme, simuler beaucoup de choses. Alors, vous ne le voyez pas sur cette image, mais il a des yeux articulés, sa tension peut changer, elle peut être même parfois difficilement perceptible quand elle est réduite, comme sur un vrai patient. Une autre modalité de simulation que l'on peut retrouver, ce sont les serious games. Les serious games, c'est, vous connaissez les jeux vidéo. L'objectif, c'est de trouver un certain plaisir en jouant. Bien là, c'est de trouver et de produire un apprentissage. Définition compliquée à faire. Mais néanmoins, on va classer dans cette catégorie serious game tous ces jeux d'apprentissage. Alors là, vous pouvez voir un jeu qui s'appelle Pulse, qui cherche à amener de la précision en compétences ou en stratégie en anesthésie-réanimation. Mais on a aussi d'autres itérations de serious game qui, eux, peuvent être relever de la cohésion d'équipe. Alors là, on va faire jouer plusieurs personnes ensemble. Il n'y a pas de personnage fictif, mais uniquement une équipe qui doit s'articuler. Et finalement, cette modalité de serious game, elle va permettre de s'affranchir d'une économie de mise en place, simulée avec 40 personnes, 20 personnes, 40 personnes en même temps. C'est assez compliqué. Ça demande un lieu, ça demande de bloquer un lieu, pourquoi pas
pour ce qu'on peut faire à Toulouse, de travailler sur la gestion du flux de patients au service d'urgence, on ne peut pas bloquer un service d'urgence, donc reproduire un service d'urgence ce serait assez onéreux. Là, avec une modalité de serious game, donc un jeu sur lequel ils vont driver leur avatar dans un environnement qui reproduit au plus près la réalité, que ce soit face à un écran ou en portant un casque de réalité virtuelle, eh bien on va pouvoir reproduire les interactions de tous ces professionnels de santé, plus implémenter des patients sur lesquels on a une certaine maîtrise de leur pathologie, et ainsi pouvoir à la fois travailler sur de la formation et à la fois travailler sur des études qui vont chercher à préciser les compétences que l'on pourrait amplifier ou travailler pour optimiser tout du moins cette gestion du flux de patients d'urgence. Toutes ces modalités de simulation, elles permettent de présenter lors de débriefing des stratégies pour mieux comprendre la gestion de situations critiques, par exemple, ou les actions qu'on va mener ou que vont mener un groupe face à un patient complexe, une situation complexe, une interaction difficile. Exemple, le modèle d'Horizon. Le modèle d'Horizon est une présentation schématique et théorique de ce que l'on pourrait considérer comme étant l'avènement de l'erreur, le chemin du moins de l'avènement de l'erreur. On va considérer que chacun des intervenants ait une feuille, et cette feuille porte quelques trous, et l'alignement de ces trous va amener la réalisation malheureuse de cet événement indésirable, de cet accident. Donc c'est l'action de chacun additionnée qui construit la situation en problème, qui construit l'erreur, et on se rend compte de son implication, de l'impact de ses actes au cours de ce débriefing. Ici une version plus réaliste de ce modèle d'Horizon, donc une succession d'enchaînements d'actions. Donc la simulation, c'est une modalité qui peut être extrêmement enrichissante d'un point de vue de la formation initiale, mais également de la formation continue. Ici, on va présenter très rapidement comment se met en place une simulation, une journée de simulation. Une journée de simulation, c'est basé sur 4 étapes. Donc, la première étant la présentation, le pré-briefing, où on va présenter le matériel, les limites de ce matériel, les contraintes logistiques qu'on va mettre en œuvre. Tout cela pour que le participant ne fasse pas appel à une limite quelconque lors du débriefing ou lors de ses actions dans le scénario qu'il va vivre. Une fois qu'on aura posé ces bases de fonctionnement, on va rentrer dans une phase qui elle, va se répliquer au rythme de chaque simulation. Ça va être le briefing qui va présenter la situation, présenter pourquoi pas l'action à mener. Mettons que nous ayons des participants qui soient des anesthésistes réanimateurs, des IAD, eh bien, on va présenter un cas en lien avec leur fonction, mais en posant les limites. Nous sommes à tel endroit, les ressources disponibles sont celles-ci, il est telle heure. Voici la présentation du cas de la personne qui va être opérée dans quelques minutes, et comment est-ce que vous allez mettre en place tout cela. Puis, à l'issue de cette présentation, nous allons mettre en situation les participants. À noter que les journées de simulation présentent la présence d'un certain nombre de personnes, on va dire entre 10 et 15, et évidemment tout le monde ne participe pas sur chaque scénario, donc quelques participants sont impliqués dans le scénario, les autres observent la situation via des caméras qui vont leur permettre de suivre l'action. À l'issue de ce scénario, eh bien, nous allons faire un débriefing. Le débriefing étant la partie centrale de la simulation. Ça permet de revenir, et c'est l'objectif finalement, de revenir sur ce qui s'est passé dans ce scénario, pourquoi j'ai agi comme ça,
qu'est-ce qui a motivé ma réflexion, comment s'est générée la communication avec mes pairs. Et on va essayer de mettre tout ça en commun, à la fois du point de vue des participants, mais également des observateurs. Observateurs qui, évidemment, A, ne sont pas impliqués dans l'action, même un peu plus reposants, et B, ont une vision avec 3 voire 4 caméras qui leur permettront de voir l'évolution constante du cas de façon extérieure et non impliquée. Donc, c'est un regard qui parfois peut être un peu plus critique, qu'il va peut-être falloir tempérer pour permettre à ceux qui étaient impliqués dans l'action d'évoquer le cheminement de pensée qui les a amenés à réussir partiellement, totalement ou pas du tout. C'est un peu schématique de le dire en 3 temps, mais comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a amené les événements à se dérouler ainsi? Et comment est-ce qu'on juge sa propre action rétrospectivement, nous permettre de revenir sur cette action collective menée et puis surtout de donner la parole à chacun. Ici un rapide schéma présentant la didactique professionnelle qui sert d'appui à la réflexion autour de ce travail. On note une idée de transposition didactique interne, qui vont d'une part impacter sur la construction du scénario, la réalisation de scénarios, la construction des objectifs qu'on va poser dedans, et d'autre part impacter, et cela durant l'action elle-même, sur le déroulement du scénario. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas face à des pantins qu'on va manipuler, qu'on va mettre dans une situation qui vont être contraints de faire exactement ce qu'on attend d'eux. On pose par le scénario des éléments. Ces éléments vont être les points de départ de la situation, mais on ne sait pas exactement comment ils vont réagir, qu'est-ce qu'ils vont percevoir, et selon leur réaction, eh bien, il est parfois nécessaire de réajuster les événements qui vont se jouer dans le scénario, en modifiant les constantes du patient, en implémentant un personnage non joueur, c'est-à-dire l'un des formateurs qui rentrerait dans le bloc, qui serait soit l'un des chirurgiens, soit un anesthésiste senior qui a été appelé, soit toute autre personne intervenant dans le scénario selon sa construction, pour possiblement aider et accompagner la réflexion des participants, ou complexifier cette situation. Ça, c'est une des possibilités de modification du scénario, et qui va de fait impacter le déroulement du débriefing. Le débriefing ne pouvant être dissocié de l'action menée. Donc, la façon dont s'est déroulé le scénario va impacter le déroulement du débriefing lui-même. J'ai essayé de vous parler assez rapidement de tout ce qu'on peut retrouver comme modalité de départ en réflexion autour de la simulation. Ce ne sont évidemment que quelques bases que j'ai pu brosser rapidement. J'aimerais finir sur cette phrase de Benjamin Franklin. Tu me dis j'oublie, tu m'enseignes je me souviens, tu m'impliques j'apprends. Je la trouve plutôt intéressante. Alors je vous dis qu'elle est de Benjamin Franklin, en réalité on ne sait pas vraiment qui l'a fournie. Je trouve ça plaisant de se dire que c'est Benjamin Franklin. En tout cas le sens de la phrase lui-même n'est pas à perdre. L'implication dans une action fournit un apprentissage extrêmement tenace auprès des parties. Je vous remercie.